Faire le point, le balado de la CSN. La CSN est allée rencontrer les employés d'entretien de la STM pour mieux comprendre leur réalité. Dans ce balado, Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN, rencontre Bruno Janotte, président du syndicat du transport de Montréal. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Arguin, je suis secrétaire générale à la CSN. Aujourd'hui, je rencontre le syndicat du transport de Montréal et son président Bruno Janotte. On va aussi rencontrer des membres qui vont nous expliquer quel est leur travail à l'intérieur de la STM, notamment au niveau de l'entretien. Mais bonjour Bruno. Bonjour. Mais il y a oui, les travailleurs de l'entretien, mais j'aimerais ça que tu nous dises qui sont les travailleurs syndiqués CSN à la STM. Bien, on compte plusieurs syndicats là, au niveau de la CSN. On compte, dans le fond, le syndicat d'entretien, bien sûr, qui est nous-mêmes. On compte aussi les commis et on a aussi les constables. Constables spécial, ceux que vous voyez, les intervenants dans le métro ou quoi que ce soit, qui sont aussi dans l'accréditation CSN. Puis dans les membres, là, le syndicat de l'entretien, on s'entend, il y a le métro, il y a les autobus, la population générale, on connaît, c'est des garages, c'est de l'entretien ménager, mais j'imagine qu'il y a un paquet d'autres postes qu'on ne voit pas. Oui, en effet. Puis on a beaucoup de travailleurs dans l'ombre à la STM. Puis notre convention compte plus de 60 métiers, là, en fait. Là, donc, c'est très varié. On retrouve là-dedans, là, je peux en énumérer quelques-uns là, que les gens ne pensent pas toujours. Mais on a des cantonniers. Les cantonniers, c'est des gens qui entretiennent le service de la voie. Souvent, c'est des travailleurs qui travaillent la nuit, on ne les voit pas. On a des briqueteurs, on a des machinistes, on a des tôliers, on a des mécaniciens d'ascenseurs, escaliers mécaniques. On en a beaucoup d'escaliers mécaniques dans le métro, donc ça prend des gens pour les entretenir. On a aussi des peintres, on a des plombiers, on a tous les gens qui entretiennent l'infrastructure, en fait, de nos bâtiments, que ce soit dans les centres de transport ou que ce soit dans le métro, ça prend des gens qui les entretiennent. Même chose pour les équipements fixes qu'on appelle, c'est les gens qui vont entretenir, exemple, l'arrivée d'Hydro-Québec. On reçoit le courant d'Hydro-Québec, après ça, on dessert le métro de Montréal, donc ça prend des employés en traction qu'on appelle. Des employés qui vont s'occuper de la signalisation, la conduite de train, ce qui fait que le métro va se déplacer et il ne rentrera pas un dans l'autre. On a aussi tout l'aspect là, dans nos usines où on rebâtit des pièces. Bien là, vous allez retrouver tous les métiers qui reconstruisent. Ça peut aller jusqu'à un électronicien qui va faire des cartes électroniques. Ça peut passer par des machinistes, des gens qui vont fabriquer des pièces, des tôliers, des rembourreurs. Fait qu'on a vraiment, on touche là plusieurs classifications, plusieurs enjeux, plusieurs risques. C'est toute une panoplie de métiers là, à la STM. C'est important de bien le comprendre. Fait qu'il y a de l'expertise dont les gens arrivent avec leur expertise, mais ils s'en développent aussi à l'intérieur même de la STM, parce que tu disais, on fabrique des pièces. Là. Je pense qu'il y a même des pièces qui sont inventées ici. Oui, exact. Ben, on n'avait pas le choix. Le métro étant un matériel roulant qui a plusieurs années, on a le nouveau train qu'on connaît, le MPM10, le train Azur. Mais anciennement, on a le MR 63 qui a été... maintenant, on connaît le MR 73 qui roule le plus sur la ligne verte. Mais on a eu besoin, là, justement, ça n'existe pas. Là, c'est pas quelque chose qui existe. Quand on a un panneau qui a été fracassé, exemple, dans un métro, bien, on va le reconstituer, on va le rebâtir. C'est des choses qu'on va faire à l'interne. Vraiment, on va partir souvent d'un moule qui est fait à l'interne. On va faire la pièce, on va la peinturer à l'interne. On va vraiment la fabriquer de A à Z. Puis, du côté des autobus, par exemple, là, vous ne commandez pas tous les pneus d'autobus chez Canadian Tire. Là. Donc, c'est pratiquement à l'interne aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. En effet, dans les autobus, c'est le même principe, mais d'un autre côté, c'est pas le même matériel. C'est sûr qu'on a une usine où on refait tous les pneus. On refait la semelle des pneus. On prend l'autobus, là, puis on est normalement capable de défaire chaque composante. On s'entend dans l'usine Crémazie, qui est vraiment une usine où il y a des travailleurs qui vont rebâtir les pièces. Ben, quand on rentre un autobus sur la ligne mécanique à Crémazie, on va enlever son moteur, on va enlever sa transmission, on va la défaire en pièces, on va la reconditionner, on va le remettre au maximum de sa spécification pour y redonner un autre parcelle de vie. Fait que c'est vraiment des endroits où on a beaucoup de travailleurs qui vont remettre des équipements, pas à neuf, là, parce que ça reste du reconditionnement, mais on a certainement une bonne fiabilité dans ces usines-là là, pour remettre des composantes là, comme pratiquement d'origine.
Donc, les travailleurs, puis les travailleuses aussi, là, parce que c'est un milieu majoritairement masculin, mais il y a des femmes qui travaillent aussi à la STM, tu pourras nous en glisser un mot, mais dans le fond, vous connaissez de fond en comble, comme un bon garagiste, là, vous connaissez de fond en comble les équipements, les trains, les autobus. Est-ce que l'employeur, il tient compte de votre avis quand vient le temps, par exemple, d'amener le nouveau métro Azur ou d'amener des nouveaux modèles d'autobus, ou est-ce qu'il vous consulte là-dessus pour que vous puissiez parler, mettons, par exemple, de la fiabilité de certaines pièces ou de certains types de modèles, là, bref, l'expertise que vous développez au fil du temps? Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup avant. Puis quand je dis avant, je recule d'une dizaine d'années, là, mettons. Là. On était sollicité beaucoup. Les employés créaient des outils, créaient vraiment mettaient la main à la roue là, pour garder le métro le plus fiable, garder les autobus le plus fiable possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne vous mentirai pas, on voit une montée là, du privé, là, je vais dire ça comme ça, de la sous-traitance. Il y a quand même... Il y a quand même un côté avantageux à avoir des gens d'expérience à travailler sur les équipements. D'un autre côté, il y a une facilité à aller des fois chercher à l'externe au lieu de solliciter l'interne. C'est triste. On le voyait moins avant. On le voit un peu plus aujourd'hui. C'est une réalité qui nous frappe là, en ce moment, qui touche beaucoup les travailleurs. Mais je vous dirais que il y a encore cette expertise-là. Elle existe beaucoup plus au métro. La raison est simple, c'est que le MR73 a une quarantaine d'années. Fait que l'expertise à l'externe, c'est moins bon. Par contre, on va vers l'électrification des véhicules. On a des nouveaux véhicules, des nouvelles technologies. Donc là, on vient perdre un peu on va se le dire, tranquillement, pas vite. On épuise un moteur diesel. On commence à comprendre qu'on va commencer à moins en rebâtir dans le futur. Fait qu'on a des nouvelles technologies qui s'installent. Nous, on veut être avant-gardistes. On veut les apprendre, ces technologies-là. On veut être au premier rang. Malheureusement, on a un peu un employeur en réflexe qui il y a une facilité en ce moment d'aller utiliser ce qui existe au privé autour de nous. Pour compléter ce que tu me disais, c'est sûr que on a généralement des métiers qui sont plus où on retrouve plus d'hommes, mais effectivement, on en a de plus en plus des femmes dans nos milieux de travail. On va atteindre environ 10% là, à l'entretien. On est 2400, là, donc un peu plus de 200 là, membres qui sont des femmes. Là, puis c'est varié. Là. Ça peut être dans les domaines de la mécanique, ça peut être dans les domaines électromécaniques. On en retrouve là, dans plusieurs autres domaines. Préposant à l'entretien, bien sûr, on en retrouve... C'est varié, là, même dans les métiers de bâtiment où on en retrouve de plus en plus. Moi, c'est Bruno Marion. Je suis à la STM depuis 19 ans. J'ai eu une petite carrière syndicale de presque 15 ans au comité de santé et sécurité. Et puis maintenant, j'occupe le poste de dépanneur de voie depuis à temps plein 1 an. En gros, le dépanneur de voie, c'est quoi son travail? Comme j'expliquais un peu tantôt, c'est de faire les inspections des stations, des équipements de voie, des équipements d'incendie. Puis le gros aussi, c'est de faire les appels d'urgence. On est un peu comme un pompier. On reçoit les requêtes, les demandes du centre de contrôle, puis on intervient en conséquence là, du bris. Ça peut être un début d'incendie sur un isolateur qui chauffe. Un isolateur, en gros, c'est qu'est-ce qui tient la barre de guidage qui alimente le train. Des fois, avec l'humidité, la poussière de carbone, il se met à chauffer. Ça peut causer des arrêts de service. On intervient là-dessus. On intervient beaucoup aussi sur des objets clients. Ça, c'est un enfer, je pense que les clients ne savent pas, mais il y a beaucoup d'arrêts de service qui sont causés par des objets clients. Comme ce matin, on était intervenu à Gros, ramasser un ballon de basket puis des écouteurs. Tu sais, je veux dire, mais juste de la planification pour faire la coupure, il faut que le centre de contrôle place tous les trains. Là, il nous donne le OK. On fait notre coupure, on descend. Tu sais, c'est quand même pas mal de logistique. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte, mais ça cause des... T'en as 3-4 dans une journée, ça fait du retard sur le global. Dans le fond, quand on voit comme client là, les bris de service, c'est pas nécessairement des bris de service. Pas toujours. C'est des choses comme exact, ça causées par tout le monde. On essaye toujours aussi, nos arrêts, quand on fait nos interventions, on essaye toujours, en majorité, ça se règle en dedans de 10 minutes quand on fait qu'il y a un gros problème, en dedans de 10 minutes, c'est réglé. Mais c'est sûr, si, comme cet été, il y a eu
des infiltrations d'eau comme Lionel Groux. Là, ça, c'est impossible. Là, c'est des arrêts de service. Ça peut être la soirée complète, là, tu sais. Mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est de la canalisation de la ville. Mais ça descend dans nos installations. Fait que, ça, dans ce temps-là, est-ce qu'il y a des équipes qui sont comme de garde en place ou il faut qu'il y ait des gens qui rentrent d'urgence? Nous, on a des équipes, des dépanneurs de pompes ventilation. Eux, souvent, ils réinstallent des pompes supplémentaires ou sinon, c'est les pompes déjà en place. Il faut attendre que la pompe fasse son travail. Fait que des fois, puis on a tout le temps 2 pompes qui fonctionnent, 2 ou 4, en redondance. En cas qu'il y ait une panne, il y en a un autre qui va prendre la relève. Il y a toujours les équipements en double en cas de bris. Vous intervenez souvent à plusieurs, j'imagine. Ça arrive que vous êtes plusieurs dépanneurs à arriver sur un incident? Pas tout le temps. Ça arrive des fois qu'on va être avec les gars de pompe ventilation. Des fois où là, il y a eu beaucoup de problèmes avec les zones test, avec le caoutchouc. Là, on intervenait avec les gars de signal, nettoyer la voie. Là, ça semble se régler. Là. Le temps refroidit, fait que il n'y a plus de problématique de caoutchouc sur le réseau. Mais non, on travaille avec les gars de signal, les gars de pompe ventilation à l'occasion. Y a-tu un ratio, tu sais, prévention versus intervention d'urgence dans une journée ou dans une semaine? Ou, c'est trop varié? Ou... Bien, tu sais, le préventif des équipements, c'est les gens de nuit qui le font. Fait que j'ai pas de chiffre, qu'est-ce qu'ils font comme préventif. Nous, le préventif qu'on fait, c'est surtout, comme je disais tantôt, les équipements d'incendie, les téléphones d'urgence, puis la clientèle CK, puis du visuel qu'on fait là, en station, parce qu'on ne peut plus aller en tunnel faire des inspections, là, vu que c'est alimenté, là, on ne fait plus d'inspection en réseau à ce temps. C'est juste des interventions d'urgence. Tu parlais de ton expérience aussi en santé-sécurité du travail. Fait que je voudrais souligner quand même l'expertise que vous développez aussi en santé-sécurité parce que là, tu dis, le comité, c'est conventionné depuis 30 ans, mais c'est un comité paritaire aussi. Ouais. Là, vous avez des rencontres avec l'employeur. À chaque mois, il y a des... Fait que vous influencez sur les 2 mesures. fois par mois, il y a des rencontres avec l'employeur. Oui. 2 fois par mois, il y a des visites 1 fois par mois. Et puis, il y a un comité d'enquête aussi 1 fois par mois. Ça, le comité d'enquête, ça fait quoi? Bien, ça, dans le fond, c'est toutes les enquêtes d'accidents que le comité fait. Ceux qui peuvent avoir plus d'impact à partager entre les directions, bien, on se rencontre avec les conseillers patronales, puis on échange sur les bonnes pratiques qu'on peut étendre à grandeur de l'entreprise. On profite des enquêtes d'accidents, mais pour en faire de la prévention. Exactement. Ça n'a pas changé bien, je pense. Ça n'a pas changé bien. C'est une formule gagnante, effectivement. Ça fait quelques années que ça marche comme ça. Ça fait juste 1 an que j'ai quitté mon poste de représentant santé-sécurité. Il y a de la relève qui... Oui. Ça reste une référence. Comme un matin, ils nous regardaient, là, tu sais, je veux dire, je descends sa voie, je ramasse un ballon, là, les gens nous regardent sur le quai. Comme la semaine passée, à Snowden, on reçoit un appel, un porte-monnaie sur la voie. Mais on n'intervient pas avant. Durant l'heure de pointe, on y va pas. Parce qu'ils ne veulent pas couper, c'est trop compliqué. Fait que le centre de contrôle, il nous dit, allez-y vers 10h30. Ah, c'est parfait. Fait qu'on y va vers 10h30, mais on avait reçu l'appel à 8h30. Le client, il attendait sur le quai son porte-monnaie depuis 8h30. Mais là, il était super content de nous voir, tu sais. Fait que je descends en bas, je vais chercher son porte-monnaie, je le donne à ma partner. T'sais, on vérifie si c'est lui, évidemment, tu sais. La photo, tout, c'était lui. Là, il sort de l'argent, tu sais, il voulait nous donner de l'argent. Hey, merci, tu sais. Je dis, non, on peut pas prendre d'argent, c'est notre travail, tu sais. Oui, prenez-les. Tu dis, non, j'ai dit, on peut pas, là. J'ai dit, garde-les. J'ai dit, donne-les un œuvre, fais quelque chose, mais j'ai dit, nous, on peut pas le prendre. Fait que, tu sais, ça, c'est genre ouais, il était content, tu sais. Mais des fois, oui, il y en a des clients, tu sais, je veux dire, surtout à l'heure de pointe, on peut pas, là. Les gens s'en vont travailler. Déjà, souvent, sont en retard. Mais non, on n'a pas de temps d'interaction avec la clientèle. Les petits objets comme ça, j'imagine que ça n'empêche pas le service de continuer. Non. Même non. le ballon, c'est quoi Le ballon, il était visible, mais le porte-monnaie, il était caché, la clientèle ne pouvait pas le voir. Mais souvent, des fois, il peut y avoir des objets comme ça, tu sais, petite anecdote, à Berry-UQAM, un samedi matin, nous appelle le centre de contrôle, elle dit, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais elle dit, il y a une revue porno, ça la voix. Il faudrait que vous alliez en ramasser. Tu sais, là, c'est un peu gênant parce que, tu sais, je veux dire, il y a des petites familles avec des enfants, puis la revue à moitié ouverte sur la voie, on est allé la ramasser. Un samedi, c'est moins rush aussi, il y a moins de trafic. On trouve des affaires assez inusités sur la voie. Les codes 900, ça, c'est des codes comme 900-04, là. Ben, tu
sais, c'est pas une cachette, c'est écrit partout sur les internets, la définition de nos codes. Le code 904, c'est quand il y a une tentative de mort violente. Ah, OK. Celle-là... On va arriver en retard Ouais, au travail, ouais. on le confirme, d'habitude, c'est long. Ça va faire 1 an, j'étais à mon poste, je n'avais jamais eu, j'en ai eu 2 en dedans de 2 semaines. Tu sais, on n'intervient pas, on est les derniers intervenants quand que c'est... Tu sais, c'est pas mon intervention préférée, là, je vais être bien honnête avec vous autres. Il y en a une, on attend, nous autres, que ça soit... que tous les intervenants soient remontés, puis nous, dans le fond, on fait juste sécuriser les lieux, on inspecte, on nettoie un peu. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Ça doit être difficile. Ouais. La première, le client, il était encore en vie, en dessous. Ils l'ont sorti en dessous du train, il était vivant. Puis le dernier, je suis allé, ben lui... Puis, tu sais, je questionne pas, je veux pas le savoir. Je veux pas savoir si c'est un gars, je veux pas savoir si c'est une fille, je veux pas savoir s'il est vivant, je veux pas le savoir. Ouais, tu vas aller faire ton travail. Je fais mon travail, point. Le moins que j'en sais, ben, le mieux que je vais me porter dans ma tête, je pense. Salut Kevin, merci de nous faire visiter ton camion. Fait que toi, tu travailles à STM depuis quand même un bon bout de temps. Veux-tu nous expliquer depuis combien de temps tu es là? Ben oui, depuis 2010, je suis allé à STM. J'ai rentré là, comme mécanicien pour réparer directement les voitures de métro. J'ai fait un petit 6 mois à Beaugrand, mais je demeurais à la Chine que je voulais me rapprocher, que je me suis retrouvé à Villeray comme réparateur d'unités composantes mécaniques. Je réparais les moteurs d'aiguille pour faire changer les trains de voie en tunnel, les lampes témoins, les court-circuiteurs, les pédales qui disent qu'il y a un frein, ou pas un frein, mais un pneu crevé à l'opérateur, que j'étais en atelier. Puis après ça, j'ai fait 6 ans en santé-sécurité comme délégué pour les équipements fixes. Puis ensuite... Les équipements fixes, ça, tu veux dire en jargon que la population comprend? Les équipements fixes, dans le fond, c'est tout ce qui bouge pas. C'est les tourniquets, c'est les ventilateurs, c'est les rails, c'est tout ce qui est contrôle train, vente et perception. Mais à l'intérieur du métro, pas nécessairement dans les stations, où ça inclut oui, ça bien, aussi? ça inclut les stations. Quand on les tourniquets, les DTA, les distributrices de titres automatiques, on couvrait ça. Tout signal train pour contrôler le train, dire le train, il s'en va où, éviter qu'il y ait 2 trains qui rentrent un dans l'autre. Bonne chose. L'alimentation, traction, pour alimenter le train pour qu'il puisse voyager, que c'est indépendant, c'est les équipements fixes aussi qui sont là, que c'est les PR, les postes de redressement, les PSD, les postes secondaires de distribution pour alimenter les escaliers mécaniques, les ascenseurs, l'éclairage. Fait que ça prend un paquet d'expertise quand même, les escaliers mécaniques, les tourniquets pour les clients, puis tout ce qui est la mécanique des wagons, c'est complètement différent. Oui, il y a Mais plusieurs c'est le même monde qui fait ça ou? C'est plusieurs corps de métiers différents, ils sont classifiés, là, puis ils font des tâches bien spécifiques. T'sais, mécanicien d'ascenseur, escalier mécanique, ça prend la licence d'Emploi Québec, ils n'ont pas le choix, les autres sont réglementés. Après ça, tout ce qui est électricité, il y en a plusieurs, ça leur prend leur licence d'électricien. Après ça, toute l'électronique, c'est un autre corps de métier, que c'est pas une personne qui est capable de tout faire, mais c'est plusieurs corps de métier là, qui encadrent tous les équipements fixes. Puis là, Kevin, on est dans ton camion. Oui. Fait explique-nous à quoi il sert ton camion. Tu roules où avec ton camion? Puis t'as quelqu'un avec toi? Vous êtes 2 habituellement? J'ai mon partenaire de travail. On travaille toujours en équipe de 2 parce que souvent, il y a des jobs là, de la manutention. Tu sais, une porte papillon là, pour rentrer dans le métro, là, c'est 600 livres, ça. On l'enlève aux 3 ans pour aller changer les roulements puis les bearings dessus. Là. Pas les bearings, mais les bushings. Pour que ça fonctionne bien pour que la clientèle. Parce que c'est déjà difficile à ouvrir une porte quand elle est fait piston, là, quand le vent, le train rentre dans la station, qu'il faut que ça soit le plus smooth possible. Mais on a des outils, on appelle ça nos VE. Là, dans le fond, c'est des outils inventés à la STM pour manipuler certaines choses. On prend ça, mais il faut être 2 pareils là, pour s'assurer que la porte ne tombe pas. Puis bien faire la job. Là, tu sais, là. Sécuriser les lieux aussi avant de commencer à travailler, j'imagine. Oui, vous êtes toujours dans le monde, hein? Oui, toujours dans le monde. Puis le périmètre, tu sais, curieusement, on a le barrière, là, 5 morceaux qui appellent, là, puis c'est en bois, puis on met des rubans jaunes tout le tour. Puis même malgré ça, c'est déjà arrivé à un moment donné, je travaille, puis une madame est arrivée, puis elle a sa trail le matin. Ça va travailler, elle arrive. Mais qu'est-ce que c'est ça, le matin? Déchire le ruban, elle passe à côté de moi. Puis il y en a un autre site. Elle déchire le ruban, puis elle continue. Oh mon Dieu! Tu sais, là, que c'est. Tu dis, ben voyons donc, madame, là, je veux dire, non, elle a jamais vu que j'étais à genoux à terre en train de travailler. T'as beau faire ton périmètre, puis
Puis c'est ça. Il y a du monde dans leur bulle, puis Ouais. là, vous autres, ça fait partie de votre environnement. Là. Oh, ouais, faut dealer avec. Ouais. Là. Mais tu sais, j'ai toutes sortes de pièces. Là, tu sais, le contrôle full. Là, tu sais, là, tu sais, là, que, tu sais, ça brise souvent. La clientèle n'est pas fine avec nos équipements. Hein. Ça leur appartient pas, qui brisent tout. On a les savonniers. Ça, c'est des trucs que je vais aller changer. On a installé dans le temps de la COVID des Purell, des distributeurs Toi, il a Purell. dû avoir, ça a dû être quelque chose. Puis Mettre ça, partout, c'était, oui, dans toutes les stations, à plusieurs places. Tu sais, on a toutes nos pièces de rechange, on a les outils. C'est un atelier mobile. Oui, c'est un atelier mobile. Ça, c'est plus... C'est que ça l'est ma drill, là, avec mon aspiration à la source. OK. Tu sais, c'est plus facile. Tu sais, quand c'est facile à utiliser, bien, on est enclin à À les le faire, utiliser. Là, c'est justement, ça. à Tu sais, les là, prendre. aussitôt que je pars dessus, la balayeuse à part, OK. la mèche, elle vient là, ça cote sur le mur, puis on le descend. Là. Ouais. Puis là, tu as pu l'installer en 2 secondes. Oui, c'est ça. Que, tu sais, c'est vite fait. Là, que... Ça, comme tu disais, c'est des inventions qui ont été faites à la STM. Donc, c'est la contribution des travailleurs, des travailleuses qui amènent des idées ou dans le comité de santé et sécurité. Oui, ou bien, tout ça. des problématiques, il y en a qui ont plus têtu que d'autres. Ils vont dire, ben moi, là, je ne forcerai pas après ça. Là. Puis qui maintiennent leur position, ben là, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Puis souvent, ben ça a été inventé pour le métro, tu sais, la porte papillon, là, entre autres. Il n'y a OK. pas ça nulle part ailleurs, là. Que, bon, ben on fait quoi? Qu'il n'y a pas d'outils pour l'enlever, que c'est tous des outils faits à la main, à l'interne. L'ingénierie a passé dessus, les certifiés qui sont capables de soutenir la charge, sont inspectés. Oui, souvent, les employés là, sont très ingénieux pour patenter et inventer. Tu parlais aussi des enjeux de l'employeur par rapport à la sous-traitance, qui essaie des fois peut-être de faire un peu d'économie bout de chandelle ou des économies de façon plus immédiate, mais qui fait en sorte que sur le long terme, ça n'en est plus une économie. Fait que ça m'amène à te parler du financement parce que dans l'ensemble de la population, ce qu'on entend dans les journaux, les médias, puis avec raison, là, c'est le manque de financement ou le mal-financement de nos sociétés de transport. Puis on le sait, à Montréal, mais partout au Québec, en tout cas en raison notamment des changements climatiques, en raison des besoins, on veut réduire l'automobile, mais il faut qu'il y ait une offre de transport en commun qui soit là. Puis si on n'est même pas capable de l'atteindre dans les grandes métropoles comme Montréal, ben on est loin d'être capable de faire quelque chose qui ressemble à du transport en commun efficace dans les banlieues ou dans les régions. Fait que puis on a entendu les maires qui se sont regroupés même pour parler au gouvernement provincial pour dire, ben là, ça nous prend du financement. On peut pas, seules les villes ne peuvent pas supporter tout le financement. Fait que tout ce débat-là du financement, est-ce que c'est rapatrié dans vos relations de travail? C'est quoi? Est-ce que ça a des impacts plus particuliers que vous voyez comme syndicat nécessairement, mais les membres aussi dans le travail? Fait que toute cette question-là, est-ce que c'est un peu omniprésent dans les discussions ou c'est plus au niveau médiatique puis politique que ça se passe, selon toi? Là? Ben tu sais, c'est sûr que c'est ressenti. Tu sais, c'est ressenti à notre table de négo, c'est ressenti par les membres. Tu sais, à moins d'être vraiment déconnecté du phénomène médiatique, mais tu sais, veut pas, on se rend bien compte là, que tu sais, l'investissement est très basé sur l'individualité. Hein. En fait, on investit tellement dans nos routes, tellement dans le transport individuel qui est la voiture. Là. On le voit là, tu sais, dans toutes les infrastructures, mais peu dans le transport en commun, trop peu dans le transport en commun, ce qui fait en sorte que c'est facile à voir. Là, on se rend bien compte là, que le financement dans le transport en commun, il va être problématique. Si je reviens avec des métiers compétitifs de construction, si un électricien en construction gagne un salaire qui est au-dessus de celui qui travaille dans la fonction publique, ben, tu sais, là, on attire, hein, ça ressemble un peu au système de la santé, là, on attire la personne qui travaille au public, l'expertise, l'électricien de 20 ans d'ancienneté vers le système privé. On perd notre expertise, on s'affaiblit. On en a des gens là, qui ont 20 ans d'ancienneté qui sont partis là, l'année passée là, pour aller travailler vers le privé. On ne voyait jamais ça avant. Là, jamais ça. Perdre son fonds de pension, perdre ses vacances, tout l'avantage dans la convention collective pour partir pour un meilleur salaire, on ne voyait jamais ça. On commence à le voir. C'est certainement effrayant. Puis ça va passer par le financement
des bonnes conditions des travailleurs et travailleuses. Là, je pense que c'est un essentiel. Puis surtout, dans le développement du transport, là, on est un peu effrayé, surtout quand on considère vers l'électrification. Là, vous le voyez, il y a beaucoup d'enjeux dans l'électrification. Ça semble un peu précipité, l'électrification. On pousse beaucoup là, pour tanguer vers l'électrification. On met au rencard certains autobus pour s'en aller vers l'électrification. Puis il y a des moments où on se demande comment on va faire pour les charger le soir. Fait que, je pense que la STM se fait aussi mettre de la pression, clairement. Fait que, on se retrouve dans une négo où la STM ne sait pas trop où elle s'en va. Fait que, on le ressent. Là. On le ressent à la table de négo. Les employés sont inquiets, clairement, de ce qui se produit actuellement parce que là, ils ne savent pas trop. Là, le ministre en parle. Le ministre parle beaucoup des services privés. On dit, si ça ne fait pas, on va aller vers les services privés. Nous, on ne le voit pas, le gain. Là. Si les métiers de la construction coûtent plus cher, on devrait être nettement avantageux là, par rapport à avant. Là. Nous, on ne l'a pas vécu, l'inflation. Là. On est resté stable là, parce qu'on avait un long contrat de travail. On devrait être nettement plus abordable que le privé. Pourtant, on sent la menace comme jamais. Puis dans nos endroits où on reconditionne nos pièces, mais là, on voit de plus en plus le privé venir chercher des petits bouts. Puis l'employeur qui semble avoir cet intérêt-là. Je ne sais pas c'est quoi qui le pousse à aller vers là, mais pour nous, c'est clair que ça inquiète les gens. On a eu 140 coupeurs de postes en 2023. 2024, 140 coupeurs de postes, là, c'est énorme. Là, puis on sent qu'ils viennent justement aller couper un peu dans les bouts de chandelle. Là, on s'entend, si nos installations ont grossi, juste avant la pandémie, je pense que la STM avait une certaine... on a vu des centres de transport grossir, on s'en allait vers l'électrification, c'était que du positif, il y avait quelque chose de bien qui s'installait. Mais nos centres ont grossi, mais on n'a pas plus de monde dedans. Fait que il ne veut pas demander si on n'a pas les gens pour les entretenir, les infrastructures, si on n'a pas les gens, les préposés à l'entretien pour nettoyer le nombre d'autobus qu'on a, on va se retrouver avec des autobus de plus en plus sales. Je pense qu'on le constate bien maintenant. On en a entendu parler des autobus sales de l'autre côté. On a augmenté la flotte, on a augmenté la capacité en pieds carrés, mais on n'a pas augmenté le personnel, on le coupe. Fait que, il n'y a pas d'autre issue que de commencer de demander à baisser notre qualité. On baisse notre qualité pour nous, notre lecture, c'est menace du privé. Je pense que la STM a toujours une fiabilité et une qualité de travail exceptionnelle. Si on va jouer là, pour nous, on se met à risque de peut-être arriver avec des firmes externes là, qui vont venir compétitionner les services publics. Oui, puis dans le fond, tous les enjeux politiques font de la pression sur le financement, puis ils viennent mettre de la pression sur des décisions, ce que tu me dis, qui se prennent à court terme, puis qui ont un impact direct sur vous autres, comme de décider de couper 140 postes, c'est une décision de courte vue parce que peut-être que le financement ne se rend pas. Mais si on regarde des projets qui s'en viennent avec l'électrification, avec les prolongements de lignes de métro, avec tous les projets que tu nous as mentionnés, c'est comme pas logique. Là, Puis ça va coûter plus cher de réembaucher du monde par la suite que d'avoir conservé les gens, puis l'expertise surtout en place. Puis je pense que c'est ça qu'il va falloir que l'employeur chez vous soit capable de chiffrer dans son débat politique. C'est l'expertise qui est en place, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent, pas mal plus que d'aller chercher des sous-traitants pour essayer de pallier aux besoins. Oui, puis elle va coûter cher à aller rechercher par la suite. Ça, c'est clair. C'est clair. Un coup qui est parti, c'est plus difficile. Je reviens avec la santé. Aller rechercher une infirmière au privé, il faut travailler doublement plus fort que de la maintenir actuellement. Là. Fait que on espère que la STM va tanguer. Puis, je dis la STM, mais que le gouvernement va prendre des décisions qui vont favoriser le transport en commun. Là. C'est un essentiel là, à Montréal, puis on espère que ça va bien fonctionner, puis que les choses vont aller dans le bon sens là, pour le début d'année 2025. On va être en vrai négo en 2025. Là. Ça va être le temps d'arriver à un contrat de travail puis des conditions qui sont intéressantes pour nos membres. Mais moi, je pense que la balado d'aujourd'hui, ça va avoir fait connaître ce que vous faites, puis les enjeux, puis tous les défis que vous vivez au quotidien, parce que la population est là avec son besoin de transport en commun. On l'entend, là, tout le monde a besoin de transport en commun. Il faut que les moyens soient là pour être capable de répondre à ces besoins-là. On pousse tout dans le même sens pour que ça aille mieux. On va vous souhaiter une bonne négociation. La CSN va être là pour vous appuyer avec les 330 000 membres, ça c'est certain. Je vous remercie, c'est bien gentil.
Faire le point est le balado de la CSN. Aidez-nous à le faire connaître en parlant à vos collègues et amis. Suivez-nous sur les différentes plateformes pour écouter tous les épisodes. À la prochaine!